bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans la semaine éco. Ce soir, nous allons parler d'un secteur qui pourrait constituer un levier très important pour notre économie, l'agriculture. Un secteur qui, il faut le dire, a montré une grande résilience durant la période de pandémie de coronavirus qu'a traversé notre pays. Mes invités vous présenteront les potentialités de chaque région. Il sera question également de sécurité alimentaire. Cette question vitale pour toutes les nations, pour tous les pays, qui devient aussi un indice parmi les indices économiques pour évaluer la fiabilité d'un pays. Nous allons vous parler de la politique de l'État également. Une autre question importante, la formation des agriculteurs. Comment réconcilier ces deux mondes, le monde de la recherche scientifique et nos agriculteurs? Il sera question aussi de transformation, un autre secteur. Plusieurs entreprises, vous allez le voir durant cette émission, ont développé une grande expérience et une expertise. Sont-elles compétitives et comment valoriser leurs produits justement? Nous parlerons également d'exportation, mais aussi de régulation des prix. Et nous sommes à quelques jours du mois sacré du Ramadan. Le secteur agricole ou l'agriculture, un secteur à fort potentiel, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ali Zobal. Vous êtes cadre supérieur au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et nous allons évoquer avec vous longuement la politique de l'État. Professeur Latati Morad, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Vous allez nous parler, vous allez nous dire comment faire profiter les filières agricoles de vos recherches et vous êtes également directeur du laboratoire IPV. Monsieur Qoli Ismail, vous êtes directeur général de la régulation au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Vous allez nous parler d'une série de mesures qui ont été prises, notamment pour dissuader les spéculateurs à quelques jours du mois de Ramadan. Nous avons également Hadekhil, Monsieur Hadekhil, vous êtes président, Toufiq, vous êtes président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Vous allez nous parler de vos ambitions, vos problématiques et vos propositions. Et nous aurons le plaisir également d'avoir avec nous à partir de Sidi Bel Abbès, Karim Chiali, gérant d'une société de manufacture des fruits et légumes, ou des fruits confits, pardon. Vous allez nous parler de votre activité de transformation, notamment à travers la technique de lyophilisation. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Merci à tous les 5 de participer à ce numéro de la Semaine Éco. Je vais peut-être commencer par la fin, car je commence déjà à recevoir quelques messages sur le réseau social préféré des Algériens. Monsieur Qoli, la question de la régulation de prix ou des prix se pose à la veille de chaque mois de Ramadan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des mesures qui sont prévues par le ministère du Commerce? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci pour l'invitation. Oui, il y a des mesures prises par les pouvoirs publics, pas seulement le ministère du Commerce, puisqu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs acteurs, plusieurs intervenants dans la chaîne de commercialisation, de distribution, mais aussi de la production. La régulation, ce n'est pas que les prix, la régulation, c'est le flux physique des produits. À commencer par les produits de première nécessité ou les produits stratégiques, ce que nous importons à 100%, soit en tant que matière première ou en tant que produit fini. Et bien sûr, nous avons le produit agricole par excellence, comme vous venez de le citer au début de cette émission. Les mesures prises, d'abord, c'est développer des marchés de proximité à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 909 marchés de proximité au niveau de 602 communes. Le processus ne s'arrête pas là, puisque nous avons, je m'excuse de le dire, à la traîne 180 daïras qui doivent s'impliquer à travers, bien sûr, les élus, les assemblées populaires communales qui doivent investir ce créneau pour rapprocher le produit du consommateur. L'objectif de ces marchés, d'abord, c'est de promouvoir la production nationale. Deuxièmement, c'est de pratiquer des prix abordables à la portée des citoyens, surtout à l'occasion du mois de carême. Et sans oublier aussi l'encadrement du marché à ce qu'il y ait beaucoup moins d'espace informel et beaucoup plus d'espace formel.
Très bien. Monsieur Ali Zoubar, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan aussi. Alors, c'est une question qui va se poser justement au ministère du Commerce et au ministère de l'Agriculture, cette question de régulation, mais la question de la disponibilité également, des fruits et légumes, bien sûr. Oui, comme l'a dit mon collègue, bien entendu, bien sûr, la question des prix est toujours liée à la disponibilité. Et d'abord, d'ailleurs, c'est la loi de l'offre et la demande. Mais notre secteur, bien entendu, celui de l'agriculture et du développement rural, nous assurons essentiellement la disponibilité du produit agricole. Pour ce qui est de la disponibilité, donc, pour ce qui est des céréales, au moins il y a 2 postes pour lesquels nous importons pratiquement 100%, du moins pour certains produits, notamment le blé tendre. Mais sinon, les autres produits, nous avons quand même la production nationale pour ce qui est du lait et également le blé dur, pour lesquels, pour ces 2 produits, nous avons quand même une production nationale assez importante. Pour les autres produits, pour ce qui est des fruits et légumes, je vous informe que notre pays, enfin le secteur de l'agriculture, offre pratiquement plus de 70% de disponibilité pour ce qui est de ces produits. Donc vous rassurez les Algériens pour Ramadan cette année? Oui, pour ce qui est des produits de large consommation, bien entendu, notre secteur, d'ailleurs en étroite coordination avec le secteur du commerce, nous essayons de réguler au moins les produits essentiels pour lesquels il y a une forte pression et un fort engouement durant notamment la première semaine du mois de Carême. Et parmi ces produits, on trouve des fruits confits aussi. Nous allons avoir la réaction de Karim Chiali qui est en direct avec nous de Sidi Bel Abbès. Alors, Karim, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour nous parler justement de votre activité. Mais cette première question aussi, vous produisez et vous commercialisez vos produits dans toute leur année, donc à Sidi Bel Abbès, à Oran et à Tlemcen également. Oui, bonsoir. Alors, merci de l'invitation. Alors, on est une société, je suis le gérant d'une société, la SARL MFC, à Sidi Bel Abbès. Alors, on est spécialisé dans la déshydratation et séchage des fruits et légumes, avec une nouvelle technique qui est unique en Algérie et même en Afrique. Alors, cette technique qui est le séchage à l'air chaud, alors c'est une technique qui fait le séchage des fruits et légumes et qui préserve les valeurs nutritionnelles des produits qu'on transforme. Alors, on est spécialisé. Ce qu'on est en train de sécher, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Et vous allez nous dire dans un instant si vous êtes prêt aussi pour répondre aux besoins justement des consommateurs pendant ce mois sacré. On sait que la demande augmente. Professeur Latati Mourad, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Nous allons parler longuement ce soir avec vous de la question de la recherche scientifique, car nous avons l'impression aussi que ces deux mondes qui ne se rencontrent que rarement, et pourtant vous nous dites qu'il y a énormément de recherches qui sont menées dans les laboratoires des universités algériennes, un de ces laboratoires que vous dirigez d'ailleurs.
Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous les auditeurs de Canal Algérie. Donc, effectivement, si on parle de l'université algérienne, actuellement, à l'échelle du territoire national, le ministère d'enseignement de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, propose chaque année des programmes colossaux de la recherche, des programmes de recherche qui s'inscrivent directement dans un cadre de recherche internationale en partenariat avec des dizaines d'universités européennes. Je peux citer à titre d'exemple des programmes de recherche de type de PREMA S1 ou bien PREMA S2, des programmes de recherche de type ERANET et même d'autres projets de recherche de partenariat bilatéral, par exemple algéro-tunisien, algéro-espagnol. Donc il y en a même un lancement la dernière année d'un projet de recherche national, ce qu'on appelle le PNR, un projet national de recherche, dont le projet est bien basé sur la valorisation justement des produits de recherche afin d'intégrer le partenaire socio-économique. Et ce qui nous intéresse ce soir justement, c'est tous ces résultats, les résultats de ces recherches et comment vous les communiquez, comment vous assurez cette formation pour les agriculteurs algériens. Nous allons parler peut-être aussi avec M. Ali Zoubal qui va nous expliquer ce partenariat qui existe, on suppose qu'il existe, mais comment aussi le développer davantage au profit de nos agriculteurs. Toufiq Hadkril, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Il sera question aussi ce soir d'export vers l'étranger, mais avant d'aller vers l'export, il faut satisfaire la demande nationale. Effectivement, c'est ce qu'a dit Monsieur le Président lors de son discours d'intronisation. De mémoire, c'était au mois de décembre, le 19 décembre, dans lequel il a parlé de satisfaire d'abord la demande nationale avant de passer à l'export en termes de fruits, en termes d'agriculture. Et c'est en train de... On voit qu'il y a une dynamique qui se crée, on voit qu'il y a des choses qui avancent, on voit qu'il y a une avancée. Et c'est pour cela, en fin de compte, que dans certains domaines, il y a certains produits qui sont exportés parce qu'ils ont atteint l'autosuffisance. Ici, il y a une saturation, en fin de compte, sur le marché pour certains produits. Et pour d'autres, la saturation n'a pas encore été atteinte. Donc c'est pour ça qu'on a certaines restrictions par rapport à d'autres produits, à l'image de l'ail. L'ail, on voit que cette année-là, l'ail est excessivement cher. Et c'est tout à fait logique qu'on ne l'exporte pas. Parce que si, à quoi bon exporter l'ail et après le réimporter parce que le pays en a besoin? Non, je préfère ne pas l'exporter du tout. Et c'est en corrélation et en coordination avec les directives des pouvoirs publics. Et on va essayer ce soir justement d'avoir des propositions, d'écouter les problématiques de chacun, essayer de sortir avec quelques résultats. Cette question, peut-être que tous les Algériens se posent. Nous avons un pays continent. Nous avons des potentialités extraordinaires, nous avons des main-d'œuvre qualifiées, nous avons une recherche scientifique qui est à la pointe. Quand nos chercheurs partent à l'étranger, ils sont épanouis. Et pourtant, les résultats ne sont pas là, ne sont pas toujours là. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le maillon faible aujourd'hui, Monsieur Ali Zoubal? Vous représentez le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Oui, c'est vrai qu'on a, au niveau je parle de notre secteur, effectivement, il y a quand même une certaine coordination, mais il n'est pas suffisante. Mais nous avons quand même une certaine expérience que nous avons entamée au niveau de la wilaya de Stif, c'est la mise en place d'un pôle agroalimentaire intégré de la filière lait, avec l'assistance de la Banque mondiale. Justement, ce projet-là a pour objet et pour finalité justement de créer une certaine synergie de tous les acteurs, notamment ceux de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, il est très important de bénéficier des produits de la recherche. Parce que, après tout, toutes les problématiques dans lesquelles se débat le secteur ont des solutions au niveau des universités et autres écoles, qui soient agronomiques ou autres.
Donc aujourd'hui, il est très urgent. Il est vital. Il est vital d'associer le monde de la recherche et bien entendu et le mettre en synergie avec le monde de la pratique, celui de l'agriculteur qui est à la recherche de certaines solutions. Alors, Monsieur Latati, justement, nous parlait de ces programmes qui sont en train d'être menés avec un certain nombre de pays, avec un certain nombre de partenaires. Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que vos recherches sont transmises? Est-ce que vous êtes en contact direct avec nos agriculteurs, avec le ministère de l'Agriculture, Monsieur Latati? Donc voilà, effectivement, quand on parle sur les recherches en général, donc le lien avec l'agriculteur, ça passe trop bien. Donc on est en train de valoriser, ainsi d'introduire des nouvelles techniques d'exploitation agricole. On est en train d'essayer de collaborer avec les agriculteurs pour améliorer nos systèmes de production, qui sont des systèmes extensifs, qui ne satisfont même pas la moitié des besoins en céréales, par exemple en Algérie. Donc le problème qui se pose, c'est le lien entre le chercheur et le partenaire socio-économique. C'est ça le grand problème. Je vous cite seulement un exemple. Dernièrement, nous avons un appel pour candidature dans un projet de recherche de type PNR, un projet national de recherche. Le fait qu'un chercheur, juste pour trouver ou bien pour créer un terrain d'entendre avec un partenaire socio-économique, c'est très très difficile. Donc, ce qui rend réellement la possibilité de valoriser ce qu'on produit en recherche réellement difficile. Si vous cherchez réellement de valoriser ce produit de recherche, il faut l'intégration dynamique et massive des partenaires socio-économiques. Je pense qu'il faut redéfinir la stratégie de vulgarisation des travaux de recherche pour aller vers la recherche appliquée intensive. En d'autres termes, est-ce que c'est une question de fonds, déjà, c'est une question d'investissement? Déjà, c'est une question de coordination. Coordination et fonds aussi? Bien sûr, c'est un problème de fonds aussi. Donc, il faut l'intégration des partenaires socio-économiques. C'est pas question. Peut-être, Monsieur Rolli, vous pourrez vous éclairer là-dessus, sur l'intégration des partenaires socio-économiques. Tout d'abord, je pense que le monde de la recherche doit se pencher sur le mode de consommation, d'abord de l'algérien. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le gaspillage. Nous consommons des produits qui ne sont pas algériens. On n'a pas été au terroir algérien pour essayer de reprendre les expériences de nos grands-parents et d'essayer de les dupliquer ou de les revoir complètement en modèle industriel. Nous avons pas mal de produits en exemple, parce que l'Algérie a produit son blé, l'Algérie a toujours produit son huile d'olive. Ce qui nous manque, c'est un peu cette applicabilité du fruit de la recherche. Comment conditionner cette huile végétale ô combien noble qui est l'huile d'olive? Aujourd'hui, nous la retrouvons dans un emballage hideux. Et ça n'aide pas à promouvoir. Vous parlez du merchandising, du marketing, oui, qui est important aussi. C'est un tout. Sans oublier, bien sûr, la transformation de nos produits agricoles. Aujourd'hui, les quantités de pommes de terre que nous produisons ne sont pas transformées en frites surgelées, par exemple, en mousseline, en plusieurs produits, tout comme les autres produits. Nous sommes un pays où nous avons tous les produits à travers l'année. C'est vrai qu'il y a des produits saisonniers et des produits qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous arrivons à trouver du haricot vert durant toute l'année. Bien sûr, il faut payer le prix et il faut savoir que ça a un coût. Et c'est là où il faut chercher, bien sûr, cette jonction entre... Je suis d'accord avec le professeur quand il dit qu'il n'y a pas assez de coordination. Et là, la coordination, ce n'est pas l'affaire que des pouvoirs publics, c'est l'affaire de l'opérateur économique aussi qui doit s'ouvrir et qui doit se rapprocher de l'université. Aussi, il y a un détail qui est très très important. Nous consommons frais en Algérie. Et là, il faut se poser aussi cette question. Tous nos fruits, tous nos légumes sont frais. On peut les conserver, on peut les apertiser, on peut lyophiliser. L'exemple de l'ail, par exemple. Nous allons avoir l'avis dans un instant de M. Chiali, mais avant cela, je donne la parole à M. Toufiq Hadkil. Vous voulez réagir? Voilà. Bon,
notre manière de consommer, nous sommes l'un des rares pays au monde qui consommons pratiquement de la pomme de terre 12 mois sur 12. Dans les autres pays... Oui, fraîche, hein, bien sûr. Quand vous prenez le cas, par exemple, des pays européens, ils ont 3-4 mois de consommation de pommes de terre fraîches et le reste, c'est que du congelé. C'est des frites congelées qu'ils achètent dans les supermarchés. Ça, c'est un coût. Parce qu'on a un pays continent, donc on a la chance d'avoir ça. Mais d'autres pays ne l'ont pas. Donc il va falloir qu'on s'adapte, premièrement, à notre environnement, à notre évolution, parce que notre pays est en train d'évoluer en raison des conditions climatiques, en raison de tout un tas de paramètres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un problème d'organisation. C'est que ça ne communique pas. Les tuyaux ne communiquent pas ensemble. Je m'explique. Cette année, par exemple, tout le monde va faire de la pomme de terre. Le coût de la pomme de terre va chuter. L'année d'après, comme le coût de la pomme de terre a chuté, plus aucun agriculteur ne va vouloir faire de la pomme de terre. Donc le prix va monter en flèche. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, si admettons, je dis n'importe quoi, s'il y a par exemple 50 000 tonnes je sors n'importe quel chiffre, s'il y a 50 000 tonnes de consommation de pommes de terre par an, ben on établit qu'il y a 55 000 tonnes de pommes de terre par an et on essaie d'établir une cartographie par rapport à ça. Et on fait pareil pour tous les autres. C'est comme ça que tous les pays du monde font. Hein. Il y a une... Vous nous dites qu'il faut une planification. Il faut une planification. Sans planification, on ne peut rien faire. Et sans planification, on est en train d'avancer au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que cette année, il y a de l'ail, l'année prochaine, il n'y aura pas d'ail, et ainsi de suite. Alors que si on donne à chaque agriculteur un quota, vous lui dites par exemple, telle région, comme la région de Mila par exemple, elle a un fort potentiel dans la production d'ail, donc on va lui demander de faire un peu plus d'ail que d'habitude. Et la région de l'Oued va faire un peu plus de pommes de terre, et ainsi de suite. Et comme ça, d'une année sur l'autre, on sait à peu près combien consomme la population algérienne sur toute une année. Donc à partir de là, on planifie tout ça et normalement, il devrait y avoir un peu moins de problèmes. Nous allons justement avoir l'avis de Karim Chiali qui est en direct avec nous via Skype à partir de Sidi Bla Abbès. La technique de lyophilisation a été citée. Ce processus de séchage à basse température qui permet de garder justement toutes les valeurs nutritives des fruits et légumes. Est-ce que vous nous entendez ? Karim Chiali. Oui, vous nous entendez, oui. Le séchage à l'air chaud, exactement. Alors, vous avez suivi le débat, on a parlé de la technique que vous utilisez et l'importance justement de planifier pour ne pas tomber dans des problèmes tels que nous connaissons chaque année, justement, problème de rareté d'un certain produit et les prix qui montent en flèche. Et on vous demande de baisser le son de la télévision, s'il vous plaît. On revient sur le plateau. Monsieur Chiali, apparemment, ne nous entend pas. Il y a un petit problème de, il y a un petit problème de liaison. Et le numérique peut être aussi une solution à cette problématique. Nous avons parlé de planification, mais cette question de sécurité alimentaire, elle se pose de manière vitale, Monsieur Zoubar, parce qu'aujourd'hui, les nations, dans les indices économiques, la question de la sécurité alimentaire, elle est vitale pour peser la solvabilité d'un État. Oui, bien entendu, c'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs à juste titre que le président de la République a insisté sur un certain nombre de mesures portant sur le secteur de l'agriculture, notamment la numérisation, c'est-à-dire l'introduction des nouvelles technologies qui facilite un petit peu ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure en ce qui concerne tout ce qui est planification, etc. Mais je voudrais revenir par rapport à la recherche, par rapport aux acteurs. Il faudrait qu'aujourd'hui que l'amont, parce que dans le secteur de l'agriculture, il y a l'amont et l'aval. Bien entendu, il faut ramener justement les acteurs, notamment les opérateurs économiques,
à investir dans l'amont des filières. Parce qu'aujourd'hui, vous l'évoquez tout à l'heure, au sujet de la matière première, qui est en train de non seulement de connaître une envolée des prix, mais également la rareté. Aujourd'hui, avec notre argent, on risque de ne pas trouver un produit. Il y a 3 jours ou 4 jours de ça, l'Argentine a interdit l'exportation des farines et des huiles de soja. Donc demain, on ne va pas trouver ces produits sur le marché national. Et certains pays aussi sont en train de faire des stocks de sécurité, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. C'est le cas de la Chine. Donc, c'est évidemment la sécurité alimentaire est vitale. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui donner une importance capitale au secteur de l'agriculture. Bien entendu, pas uniquement le secteur de l'agriculture, parce que quand on parle de sécurité alimentaire, il n'y a pas que le secteur de l'agriculture. Il y a aussi les autres secteurs. Moi, je l'ai toujours dit que si le secteur agriculture n'est pas accompagné par les différents secteurs, mais alors les différents secteurs, je vais dire tous les secteurs, on ne peut pas développer l'agriculture. Très bien. Alors, nous allons continuer à parler de formation, nous allons parler aussi d'export dans un instant, mais avant cela, nous allons voir un exemple parce que il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui en Algérie, même dans l'extrême sud du pays. Nous allons prendre la direction de Janet. Elle est connue pour le tourisme et moins peut-être pour l'agriculture. Et pourtant, ces terres sont généreuses, vous allez le voir. Nos équipes ont rendu visite à une exploitation agricole de 500 hectares qui se trouve près de Inuksoum. Sur place, l'eau est rare, elle est donc rationalisée pour l'irrigation et les circuits courts, vous allez le voir, sont favorisés pour vendre les produits locaux dans la région. C'est un reportage signé Walid Yousfi et Salim Hanachi. Nous sommes à quelques kilomètres d'Inuksoum. Un investissement en plein désert qui porte ses fruits grâce à la volonté de ces agriculteurs qui sont à pied d'œuvre. Après avoir fini de labourer les champs, ils procèdent au réglage du système d'irrigation de cet investissement agricole. C'est une terre fertile. Tout ce que nous avons planté jusqu'à présent pousse très bien. Nous avons eu de très bons résultats. Nous produisons ici toutes sortes de fruits et légumes, mais aussi de l'orge, du blé et des céréales. Une production bio, car dans cet investissement d'Inuksoum, aucun pesticide ni engrais chimique n'est utilisé. Les plantes sont traitées à base de produits naturels avec aucun impact nocif sur l'environnement. Les terres qui sont là sont bio. Elles sont propres, elles sont nettes, tout est propre. Donc il n'y a que nous qui pouvons ramener avec nous de quoi polluer le sol. Donc ces sols-là, on essaye de faire très attention, à les garder en état, à leur donner de la vie année après année. Il y a certaines cultures ici qui sont fourragères, qui sont essentiellement pour arranger les textures du sol. Et puis voilà, et puis on essaie de se battre avec autre chose que des insecticides, des produits naturels. Les engrais sont naturels, donc pour l'instant, alhamdoulilah, ça marche. Cet investissement agricole aura coûté 700 millions de dinars entre valorisation de terrain et exploitation sur les 500 hectares de terres agricoles. Le prochain objectif pour ces investisseurs est d'augmenter les capacités de production et passer à la transformation à l'échelle locale. La zone هنا بعد ما كانش une expérience طويله تاع الفلاحه اللي تدي منها des informations. رانا نفونسيون اوتوديداكت قلت لك on a chevauché le programme de valorisation مع un programme de plantation déjà يكون عندك un parc à bois مليح pour l'agriculture pour faire des عندنا نديرو pépinière وتعرف le comportement des plants. Les moyens qu'il faut pour un petit terrain, c'est les mêmes moyens qu'il y a pour un grand terrain. Donc l'idéal هنايا كاين possible الانسان اللي يحب يجوز à une échelle industrielle لازم la transformation parce que les marchés sont loin, les marchés plus gros. Donc justement احنا في هذا السونس رانا نمشوا. Cette ferme agricole favorise les circuits courts. Elle alimente le marché local, mais aussi les wilayas limitrophes de toutes sortes de produits maraîchers.
Voilà pour ce reportage à partir de Janet, signé Walid Yousfi. Alors on a vu que les terres sont généreuses, même dans le sud, Monsieur Latati. C'est le retour que vous avez à partir de vos recherches? Oui, effectivement. Si on parle sur le sud algérien, bien sûr, il faut profiter de toutes les terres qui existent en Algérie, surtout pour la mise en valeur des terres, mais à condition. Il faut exploiter la terre d'une manière durable et résiliente. Donc, si ça marche comme ce modèle-là, qu'on vient de le voir sur le reportage, ça marche très bien. Voilà, donc on est en train de produire, on utilise le minimum d'utilisation des intrants comme les fertilisants, et il n'utilise même pas les pesticides, donc ça c'est déjà, on dirait vers l'organique. C'est pas le bio, mais beaucoup plus vers l'organique. Donc, si on va exploiter de cette manière, d'accord, ça marche. Mais attention, il faut quand même exploiter la terre d'une manière durable, c'est-à-dire il ne faut pas épuiser les sols, il ne faut pas épuiser les ressources, puisque c'est vrai qu'on a l'eau largement disponible dans le sud, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est vrai, le problème, ce n'est pas par rapport à la quantité d'eau, mais beaucoup plus par rapport à la remontée des nappes et des sels. Vous êtes présent à travers vos recherches dans les villes du sud? Lesquelles? Oui. Je parle beaucoup plus sur la région de Oued-Souf. Donc, par exemple, ces dernières années, on assiste à une transition agroécologique très inquiétante par rapport aux systèmes qui sont des cultures oasiciens. Peut-être si on va exploiter sans faire attention, peut-être on va avoir d'ici 20 ans, 30 ans, une disparition des systèmes oasiciens comme les routes, le système route dans la région de Oued-Souf, la région de Mreya, la région de Ouergla, de Beskra, même de Toulga. Donc il faut équilibrer entre ce système intensif, bien sûr pour assurer la sécurité alimentaire, mais toujours il faut faire attention à la durabilité de nos systèmes de production pour ne pas déséquilibrer tout un agro-écosystème. Vous savez, l'avenir de l'Algérie, c'est dans le Sahara. Je ne vais pas vous raconter quand on a un pays qui a 300 jours d'ensoleillement par an, quand on a un pays qui a une nappe phréatique comme la nappe albienne, quand on a un pays qui a des terres qui sont pratiquement, qui n'ont pas été fatiguées par les intrants agricoles, par les pesticides, par les insecticides. C'est là où vous vous rendez compte du potentiel du pays. Mais il y a des pays voisins, sans citer leur nom, en Europe, du Sud notamment, ils ont complètement flingué leur terre. Et maintenant, ils font appel à nous, en tant qu'Algériens, pour pouvoir leur vendre nos produits. Voilà. Donc, exporter, oui, mais pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment, c'est-à-dire pas en faisant n'importe quoi. Voilà. Et là, comme on a des terres qui sont d'une excellente qualité, donc je pense que le potentiel y est, et il y a encore quelques petits points à régler par rapport à l'exportation. Vous voulez un peu par rapport à ça? Je vous en prie. Voilà. Alors on revient dans un petit moment pour parler d'exportation. Ce sera en dernière partie de cette émission. Nous allons retrouver Karim Chiali qui est avec nous via Skype à partir de Sidi Bel Abbès. Karim Chiali, on parle de vous. On a vu l'exemple justement de Janet. Parlez-nous de votre activité maintenant à Sidi Bel Abbès, à Tlemcen et à Oran. Donc, oui. On est spécialisé dans le séchage des fruits et légumes. Et on sait que l'Algérie, c'est un pays l'Algérie, c'est un grand pays en agriculture, mais qui est pas exploité à 100%, on va dire 20 à 30%. Donc, pour valoriser nos produits agricoles, on sait que l'Algérie a investi depuis des années dans l'agriculture et maintenant, on a un excédent de production. Donc, il faut valoriser cette production. Et pour valoriser ces productions, il faut soit exporter la production agricole, soit la transformer. Et pour la transformer, il faut innover dans le secteur agroalimentaire. Et dans cette innovation, on va intervenir les universités, la compétence. Dans tout ça, on doit investir pour
valoriser nos produits agricoles. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, à Sidi Bel Abbès, vous investissez par exemple dans tout ce qui est recherche et développement? Est-ce que vous êtes en contact avec des laboratoires agricoles dans la région d'Oranie? Bien sûr, on est en contact avec des laboratoires, pas à l'Oranie, au niveau d'Alger, parce qu'on a créé un laboratoire de développement et recherche au niveau de notre entreprise, parce qu'on assure la qualité d'un produit. Alors, puisque maintenant, l'approche de Ramadan, on assiste à l'approche de Ramadan. Bon, les produits séchés sont des produits primés dans toute l'Algérie. Et il faut encourager le secteur de transformateurs, le secteur des transformateurs agricoles dans ce sens, parce que l'Algérie importe des quantités importantes en fruits séchés, en légumes séchés. En fruits, il y a comme les pruneaux, les raisins secs, il y a toutes sortes de fruits. Il y a l'orange, la fraise séchée, tout ça. Et même dans les légumes, il y a l'oignon, le poivron qui entrent dans les ingrédients d'autres transformateurs qu'on satisfait. Et ces transformateurs, des grandes sociétés qui importent cette matière première, comme l'oignon séché en poudre, l'ail séché en poudre, le persil, le coriandre. Maintenant, ça se fait localement. Et avec les difficultés que rencontre le monde entier dans le domaine du transport et dans le domaine de l'approche, c'est-à-dire que le producteur demande des produits qui sont pas loin de son pays. Donc, on est en train de développer pas mal de produits, plus de 30 produits qu'on est en train de développer pour satisfaire en premier lieu les besoins locaux, et vous développez bien sûr toute cette logique de circuit court qui est très importante pour l'économie locale. Merci beaucoup Karim Chiali, vous êtes gérant d'une société de manufacture des fruits confits. Vous étiez en direct avec nous à partir de Sidi Bel Abbès. Merci pour votre participation. Je reviens vers vous, Toufiq Hadkril. Alors, Karim Chiali n'exporte pas pour l'instant. Il essaye de satisfaire les besoins d'Oran, de Sidi Bel Abbès, Tlemcen, etc. et d'autres villes. Vous êtes à l'export. Parlez-nous de l'importance justement de votre démarche, des difficultés que vous rencontrez, des facilités. En termes d'exportation, il faut savoir, je vais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit le monsieur là, monsieur Chiali, c'est qu'en transformant, vous avez un rapport de 10, c'est-à-dire que vous allez vendre votre produit 10 fois plus cher que lorsque vous le vendez en matière première, en frais. Mais le frais, vous n'allez pas transformer un produit de première catégorie et de premier choix. C'est assez cher, c'est un produit qui coûte cher. Donc quand vous avez en fin de compte un produit de première catégorie, il vaut mieux le vendre. Par contre, quand vous avez un produit de deuxième ou troisième catégorie, il vaut mieux le transformer. Voilà, ça c'est le premier point à savoir. Le deuxième point, c'est que l'Algérie, elle a un potentiel immense en termes d'exportation. Ça, il faut le savoir, parce qu'on a un taux d'ensoleillement, parce qu'on a une qualité de la terre, on a des ingénieurs agronomes qui sont de qualité, parce qu'on a des personnes qui aiment leurs produits, qui aiment leur pays et qui veulent faire savoir que notre produit est bon à l'étranger. Mais de l'autre côté, on a certaines contraintes. Ces contraintes sont d'ordre logistique. On ne va pas se raconter d'histoire, elles sont d'ordre logistique. Quand vous avez un produit, une voiture allemande, par exemple un produit allemand, le coût de la logistique c'est 5% par rapport au prix global. En France, c'est 9%. Et en Algérie, ça a dépassé les 50%. On est à 50-60% du prix global d'un produit. Donc, ce qui est exorbitant et c'est ce qui nous freine à l'export. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on revient du salon de l'agriculture.
de Paris. Il y a à peu près une dizaine de jours dont on est revenu. Il y a un engouement terrible par rapport à notre produit. C'est pas pour faire du chauvinisme, mais on a visité le marché de Rungis. On a regardé la tomate cerise du marché de Rungis. Honnêtement, sans vouloir casser du sucre sur le dos de nos voisins, c'était de l'eau. La nôtre, elle était une semaine après, elle était encore ferme. Ça vous démontre la qualité du produit. Et ils ont vu la qualité de l'emballage, ils ont vu la qualité du produit, ils ont vu que notre produit, il avait du goût. Et donc, on a toutes nos places sur les marchés internationaux. D'ailleurs, là où je partais, au niveau du marché de Rungis, lors de notre visite, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait qu'on voudrait faire du business avec nous, tout ça. On va avoir l'avis maintenant de M. Khouli. Donc, M. Hadkril vous dit que ce qui pèse sur le dos des exportateurs, c'est le coût de la logistique et que nos produits sont pas forcément compétitifs à l'international parce que la logistique coûte très cher. Depuis à peu près 3 années, le ministère du Commerce essaye de jouer son rôle de fédérateur autour de cette question de l'export. Tout d'abord, l'accompagnement en ce qui concerne le ministère du Commerce. Nous avons facilité déjà la tâche aux exportateurs parce que c'est un métier. Être producteur, on n'est pas forcément exportateur. Exportateur, c'est quelqu'un qui maîtrise le marché, surtout à l'extérieur. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je mets toujours en exergue le problème de la présentation du produit. Mon ami vient de parler de la transformation. Il faut créer une valeur ajoutée à partir de produits qu'on ne peut pas commercialiser en l'état. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pertes au niveau des champs, au niveau de la chaîne de distribution, au niveau du traitement du produit. Si vous remarquez aujourd'hui le marché, nous sommes l'un des rares pays à ne pas catégoriser nos produits. Vous n'avez pas le premier choix, le deuxième, le troisième choix. Et là, on s'est attelé à déposer un texte au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il est en discussion pour les légumes et les fruits. Super. Accompagné dans cette tâche par nos collègues de l'agriculture et par les universitaires, il faut que le consommateur algérien, d'abord ici même, ait cette possibilité de choisir son produit. Aussi, bien sûr, et je l'accorde à mon collègue, la logistique doit suivre. Et là, vous avez le transport, vous avez tout ce qui est douanier, vous avez la banque et tout ce qui va avec. Au ministère du Commerce, par exemple, nous avons créé carrément un code pour l'exportateur. Il peut exporter tout ce qu'il veut, mis à part, bien sûr, ce qui est réglementé ou ce qui est prohibé à l'export. Monsieur Zoubar, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement un secteur qui va régler toutes ces problématiques, c'est multisectoriel. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur Hadkril parlait de coût de la logistique. Monsieur Khouli, il est d'accord aussi, il veut cette synergie entre plusieurs ministères pour régler ces problématiques. On a l'impression que nous connaissons toutes les problématiques, mais la solution, on ne sait pas comment appliquer les solutions que nous proposons. Oui, justement, c'est à juste titre qu'il y a quand même au niveau du ministère du Commerce, il y a un travail colossal qui a été lancé, je crois qu'il est finalisé, et c'est la stratégie nationale de l'exportation. Mais avant d'en dire quelques mots sur cette stratégie, et bien entendu, il faut savoir que nous, au niveau du secteur de l'agriculture, nous considérons l'exportation comme un outil de régulation aussi. Parce que quand on produit, c'est-à-dire quand on a un produit, soit la régulation se fait par l'achat, par la vente au niveau du marché national, et par éventuellement le stockage, la transformation, également l'exportation. C'est avec tous ces facteurs-là qu'on régule la production. Donc, par rapport à la stratégie nationale d'exportation, justement, c'est une thématique qui a été abordée par les pouvoirs publics, dont le point focal est nos collègues du ministère du Commerce. Nous avons travaillé avec pratiquement tous les secteurs et nous avons bien entendu élaboré cette stratégie en tenant compte de tous les problèmes
que rencontre l'exportateur. Et aujourd'hui, bien entendu, la production, pour qu'elle soit exportée, il faut bien entendu lever tous les verrous. Elle sera appliquée quand, cette stratégie, Monsieur Zouba? Déjà, nous avons commencé. Il y a pas mal de mesures. Aujourd'hui, nous avons réformé le fonds de promotion des exportations. Il faut apurer tout ce qui est ancien dossier et c'est en cours. Il y a pas mal de textes qui ont été révisés. L'exportation a été libérée en quelque sorte. Maintenant, reste à parfaire un peu ce chemin, mais là aussi, l'opérateur économique, le producteur surtout, doit comprendre que c'est une affaire de professionnel, l'exportation. Lui, il doit que produire et laisser les gens spécialisés dans le domaine faire leur travail. Et vous êtes d'accord aussi, Monsieur Rolly, que pour créer cet avantage comparatif et cette compétitivité de nos produits à l'étranger, il faudrait aller vite aussi, surtout si on exporte des fruits et légumes, il faudrait aller vite parce que le marché n'attend pas. Si on produit par exemple de la pomme de terre aujourd'hui, il faut le faire rapidement, il faudrait que les dossiers soient réglés rapidement. Vous êtes d'accord? Oui, il faut imposer cette traçabilité sur le marché aussi. Monsieur Zoubar. Si vous permettez, il y a quand même un point très important qu'il faut soulever, c'est celui de l'organisation. Il faut savoir que pour ce qui est du maillon de la production, il faut que les agriculteurs s'associent en coopérative, parce que c'est très important. D'abord, ça permet de réduire les frais de production. Aujourd'hui, on le voit, les produits, notamment les intrants agricoles, ne cessent de connaître une envolée des prix à l'international. Et si aujourd'hui, les agriculteurs ne s'organisent pas en coopérative, l'État il est là effectivement à apporter des subventions, des soutiens, mais c'est pas suffisant s'il n'y a pas cette organisation. Bien entendu. Vous avez parlé tout à l'heure du pôle agroalimentaire intégré du lait acétique. J'y arrive justement. Nous avons facilité les démarches administratives pour la création de coopératives. En une semaine, un groupe d'agriculteurs peut avoir son agrément au niveau local, mais également pour les industriels, les opérateurs économiques, et justement pour que le produit soit compétitif à l'international, il faut qu'ils s'associent soit en cluster, et c'est le cas de notre collègue Petit va en parler, et également les pôles agricoles. Ça permet un petit peu de créer une synergie de tous les acteurs et de rendre le produit compétitif en diminuant les charges, bien entendu, de production, etc. Alors, avant de donner la parole à M. Latati, on va voir la réaction de M. Hadkril. Vous êtes d'accord? La création de clusters peut être un début, un accélérateur peut-être pour favoriser l'exportation? Quel est le rôle du cluster? Le rôle du cluster, c'est de créer des synergies. D'accord, par rapport à l'exportation, par rapport au système de coopérative. S'il n'y a pas de coopérative dédiée à l'export, on n'arrivera pas à vaincre le match de l'export. Ça, c'est clair et net, ça. Il faut qu'il y ait des coopératives dédiées à l'export. Pourquoi? Parce que le marché, les autres pays du monde sont réglés comme ça. Voilà, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a des méthodes qui existent à l'étranger, on a juste à les adapter. On n'a pas besoin de tergiverser 50 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le gros problème, comme je vous l'ai dit, en fin de compte, de l'exportation, c'est pas l'agriculteur, c'est pas l'ingénieur agronome, c'est le problème de la logistique. Le problème de la logistique, actuellement, à titre d'information, j'avais discuté avec le président d'un grand groupe mondial de logistique. L'Algérie, c'est 1 million, on appelle ça des boîtes, 1 million de containers par an. Et quand vous prenez pour un Alger-Marseille, 1700 $, la location pour ce container-là, pour 24 heures de traversée, 1700 $. 1700 $, alors que le container neuf fait 20 000 $. C'est la location, en fin de compte, de 10% du prix. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises étrangères qui ont le monopole de la location de ces containers-là. Et en termes de logistique, et moi, ce que je demande, en fin de compte, je demande
aux autorités de prendre le taureau par les cornes. Autant pour moi, j'ai fait un lapsus. Le taureau par les cornes et d'acheter des containers. Et créer sa propre chaîne de logistique. Exactement, exactement. Si eux arrivent à les faire, on n'est pas ni plus bête ni plus intelligent que les autres. On va les faire. C'est une bonne résolution? Oui, il faut inviter le secteur concerné pour ça. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont été déployés dans ce sens. Ouais. Assurer ce qu'on appelle en économie cette espèce de stratégie conglomérale qui permet de maîtriser l'amont et l'aval de toute une production. Ça peut être une solution? Bien sûr. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi, je me permets de vous couper rapidement. Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il faut que notre argent tourne. Il faut qu'on soit algéro-algérien. En circuit vertueux. Exactement. C'est-à-dire que l'agriculteur doit être algérien, le transporteur doit être algérien, l'exportateur doit être algérien, le logisticien doit être algérien. C'est la seule et unique manière d'éviter à ce que les devises ne quittent le pays. Et actuellement, en termes de logistique, il y a 4 milliards de dollars tous les ans qui quittent le pays. Rien qu'avec la logistique. Monsieur Latati, je vous pose cette question sur la numérisation parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de développer, justement qui vous permet peut-être, ou qui vous handicape aujourd'hui, de ne pas connaître bien l'écosystème, les potentialités de chaque région, comment intervenir dans telle ou telle région, quelles solutions il faut apporter dans telle ou telle région. Est-ce que la numérisation du secteur de l'agriculture pourrait être une solution pour vous, les chercheurs? Sans doute. Imaginez, en Algérie, le territoire il est immense, donc nous avons plus de 8 millions d'hectares comme surface agricole utile. Nous avons plusieurs zones de production. Donc si vous me parlez sur le blé, on produit le blé dans la zone subhumide, dans la zone semi-aride et dans la zone du sud, le Grand Sud. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut faire une révolution en termes de digitalisation et numérisation de tous les systèmes de production en Algérie. On commence par les systèmes pluviales dans le subhumide, semi-aride, et même si on cherche à faire l'extension de n'importe quel système de culture, il faut toujours penser à diversifier les systèmes de culture. On ne reste pas toujours branché avec le blé dur et la pomme de terre. En Algérie, on peut produire l'arboriculture, on peut produire d'autres cultures protéagineuses, on peut produire d'autres céréales à part le blé dur, par exemple le quinoa, par exemple l'orge, par exemple le triticale. Donc, tout d'abord, il faut diversifier, mais pour assurer tout ça, il faut passer à l'agriculture de l'intelligence. Et ce sera votre dernier mot. Dernier mot, Monsieur Zoubar. Oui, bien entendu, la numérisation... Pour nous annoncer une bonne nouvelle La numérisation est très importante. Bien entendu, nous, je vous l'annonce, c'est que on a déjà commencé au niveau du secteur tout ce qui est la création de bases de données des différentes filières. Mais nous attelons comme priorité, c'est la bonne nouvelle, commencer et c'est bien entendu c'est une bonne chose parce que nous avons associé le ministère de l'Intérieur pour travailler sur les céréales en termes de cartographie des exploitations. Et le ministère de l'Intérieur qui a fait un grand pas en avant en matière de numérisation. Monsieur Hadkhaïl. L'Algérie a un très gros potentiel. Maintenant, il faut le faire travailler. Vous savez ce que m'a dit un gars de Rungis, juste pour synthétiser tout ça. Il m'a dit, on a peur, le jour où l'Algérie va se réveiller, il y a beaucoup de pays qui vont avoir de gros problèmes. Pourquoi? Parce que on a de l'argent. On a un pays qui a des pétrodollars et on a une agriculture qui est très forte. Voilà, quand je dis qu'elle est très forte, aussi, voilà, et on a une jeunesse. Le pétrole, le vrai pétrole. Exactement, c'est le pétrole vert. Le vrai pétrole, c'est le comportement du citoyen, c'est le comportement du consommateur. C'est important aussi de le souligner. C'est consommer raisonné et raisonnable, c'est de revoir son mode de consommation, éviter le gaspillage. Ça aussi, c'est du pétrole, parce que ça va être un gain. On ne doit pas oublier tous ceux qui travaillent et qui vont être de permanence durant tout le ramadan, que ce soit les différents collègues, mais beaucoup plus, je pense à nos agents, qui seront au nombre de 10 000 sur le terrain. On n'oublie pas l'opérateur économique et l'agriculteur surtout, qui ont
prouvé durant ces années difficiles, la pandémie, la situation que connaît le monde aujourd'hui, cet envolé des prix, il ne manque que le comportement du consommateur qui doit changer, qui doit s'adapter à la situation pour abandonner cette frénésie. Et on termine avec ces mots pleins de sagesse, justement, le comportement des citoyens. Et nous sommes justement à quelques jours du mois de Ramadan. Merci à tous les 4, à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Monsieur Ali Zoubar, vous êtes cadre supérieur au ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Professeur Latati Mouarad, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie et directeur du laboratoire IPV. Monsieur Kouli Sami, vous êtes directeur général de la régulation au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Monsieur Toufik Hadkhil, vous êtes président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Et nous avons eu le plaisir d'avoir en direct avec nous à partir de Sidi Blabbès Karim Chiali, qui est gérant d'une société de manufacture de fruits confits. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada et Farah Tibouche. Elle a été réalisée par Abou Nejma Bouli. Je vous donne rendez-vous à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.